Hello, hello, chers auditeurs. Dans l'épisode du jour, je reçois Sylvie, qui est médecin coordonnateur en EHPAD. Après des études subies plus que choisies, Sylvie s'est orientée vers la gériatrie et le travail à l'hôpital public. Elle a finalement quitté l'hôpital pour une clinique privée, après le conflit de trop. Après le bonheur de la découverte d'un environnement de travail sympathique, le temps des désillusions est arrivé, la conduisant au burn-out. Et finalement, après avoir failli arrêter la médecine, Sylvie a découvert, avec joie, un métier loin de ses préjugés, en EHPAD. Avec Sylvie, nous avons parlé rencontres, recherche d'emploi et lutte de pouvoir. Bonne écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne-Lise. Bienvenue à la consulte. Je te propose pour commencer de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors moi c'est Sylvie, j'ai 40 ans, je suis maman de deux petits bouts de chou de 4 ans et 16 mois. Et dans la vraie vie professionnelle, je suis gériatre. J'ai fait une dizaine d'années de cours séjour gériatrique et je suis aujourd'hui médecin coordonnateur dans un EHPAD. Je te propose de remonter un petit peu le temps et de te replacer au moment où tu as choisi de faire médecine. À ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as choisi ces études-là et quelle représentation, quelle image tu avais du travail de médecin? Comment tu t'imaginais médecin plus tard? Tu croyais que ça ressemblait à quoi d'être médecin? Alors, pourquoi j'ai choisi ces études-là? En vrai, je les ai pas vraiment choisies. C'était un choix de mes parents avant tout, puisque mes deux parents étaient PUPH. Alors, mon père avait été passé par la médecine, mais ma mère par la biologie plutôt. Puis c'était un choix que mon père avait fait sur le tard. Il avait commencé ses études, il avait 30 ans. Ma mère aurait bien voulu, elle a jamais pu parce que elle a fait les enfants. Du coup, elle pouvait pas travailler, faire des études et s'occuper des enfants en même temps. Du coup, je pense qu'elle a beaucoup projeté sur nous. Alors, j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi et qui a fait médecine de façon un petit peu subie aussi. Donc, je pense qu'elle a projeté pas mal de frustration de sa vie professionnelle sur ses enfants. Du coup, voilà, ça a été un petit peu un non-choix. Puis finalement, ça s'est fait complètement naturellement parce que depuis qu'on était tout petit, on passait des week-ends au labo. Enfin, moi, je me souviens, j'avais peut-être 4 ans, j'étais debout sur les tabourets à regarder les fibroblastes dans le microscope au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Enfin, voilà, ça a toujours fait un peu partie de notre vie, les conversations professionnelles de nos parents pendant les dîners. Donc voilà, c'était un peu tracé. À un moment au lycée quand même, j'ai eu un petit peu la folie de me poser des questions sur mon avenir professionnel. J'ai pas reçu un écho très favorable de mes parents quand ça sortait du chemin tracé. Puis mon grand frère était passé, avait réussi la P1. Du coup, voilà, je me suis retrouvée là-dedans. À un moment, j'ai voulu quand même faire kiné. C'était assez clair dans ma tête. Ma mère a dit « Si tu veux, mais avant tu passes ta P1 et après tu feras ce que tu veux ». C'est ce que j'ai fait. Mais à l'époque, la première année était pas commune partout. Et comme mon grand but c'était de partir un petit peu loin de chez mes parents, la ville où je voulais aller en fait proposait pas d'équivalence une fois qu'on avait validé la P1 avec le concours de kiné. Donc si je voulais faire kiné dans la ville où je voulais aller, il fallait que je repasse mon concours de P1 une deuxième fois dans une autre ville. Et là je dis en fait non, on va pas faire ça. Voilà. Donc je suis bien partie dans la ville où je voulais aller pour faire du ski. Mais du coup j'ai continué médecine comme ça. Voilà. Après la représentation du médecin, du coup je savais pas trop parce que moi mon père il était médecin mais plutôt biologiste, donc le monde de la médecine, la vraie, j'ai envie de dire somatique où il y a des patients et tout ça, je la connaissais pas. Puis du coup moi j'avais pas de médecin traitant vu que c'était mon père qui me faisait les ordonnances d'antibio quand j'avais des angines. Le truc qu'il faut absolument pas faire, mais ça a toujours été comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, je suis arrivée, j'ai débarqué un petit peu de façon subie et dans une inconnue totale en fait là-dedans. Et pendant tes études, est-ce qu'il y a des médecins qui t'ont inspiré? Est-ce que tu t'es dit à certains moments
J'adore sa façon de faire, j'espère que je serai comme lui ou comme elle plus tard. C'est arrivé sur le tard. Parce que bon, j'étais pas une externe très investie dans mon cursus, dans mes stages, dans les cours. Je pense que ça vient du fait que c'était pas forcément mon choix de vie professionnelle. Et c'est arrivé sur le tard pendant mon internat. Donc moi j'ai fait un internat de médecine générale, puisqu'à l'époque la gériatrie c'était un desk, donc on le choisissait pas d'emblée. Donc moi au départ je voulais faire de la médecine générale parce que justement mes stages hospitaliers c'était pas forcément très très bien passé. J'avais de façon générale un petit peu de mal avec l'autorité, donc je m'étais dit que l'hôpital c'était pas forcément le meilleur endroit pour que j'évolue. Et je me suis dit que la médecine générale, ça serait pas mal en termes d'indépendance. Et puis mon deuxième stage d'interne, je suis passée en gériatrie. Et là, effectivement, c'était la rencontre professionnelle de ma vie, avec celui qui est devenu par la suite mon mentor, mon maître. Et oui, c'est la personne qui m'a inspirée. Je me suis dit, ouais, lui, c'est quelqu'un. Et si j'arrive à être le quart de ce qu'il est plus tard, je pense que j'aurais réussi beaucoup de choses, ouais. Alors, raconte-moi comment tu passes de j'aime pas trop l'autorité, j'ai pas très envie de travailler à l'hôpital, à je vais être gériatre et je vais faire du court séjour à l'hôpital. Hey. Je pense qu'en fait, cette personne-là, ça doit être la première qui finalement m'a fait confiance, je pense, dans le milieu hospitalier. Et ça m'a peut-être redonné foi en ça. C'était par ailleurs un manager très bienveillant, j'allais dire participatif, mais qui faisait croire qu'il avait un management participatif, mais il y arrivait très bien. En fait, c'est ça qui était hyper fort. Il était vraiment hyper fort là-dedans. Et du coup, je sais pas, je me suis sentie valorisée. Il y avait quelqu'un qui croyait en moi finalement, qui me disait, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui me disait que j'étais capable de faire quelque chose de super bien et que j'avais des capacités pour être un excellent médecin en fait. Personne me l'avait jamais dit avant, je crois. Du coup, je crois que ça m'a apporté une certaine confiance et envie d'évoluer pour savoir ce que je valais. Et ça, en médecine générale, c'est vrai que je l'aurais pas retrouvé, je pense. C'est cette rencontre-là, c'est le fait d'avoir été valorisé dans ton travail qui t'a fait choisir la gériatrie. Alors, qui m'a fait revenir sur mon choix qui paraissait assez déterminé auparavant, qui m'a fait revenir sur le choix de quitter l'hôpital et d'être toute seule en cabinet. Après, la spécialité de gériatrie en elle-même, il se trouve que j'ai passé un semestre génial. J'ai trouvé une médecine globale où on fait un petit peu de cardio, un petit peu de pneumo, un petit peu de neuro, un petit peu de tout. Voilà, on n'est pas uniquement rythmologue ou spécialiste du sommeil ou faire que de la thyroïde ou opérer des pieds. Voilà. Donc le côté touche à tout, ça me plaisait quand même énormément. Le côté multidisciplinaire. Alors ça, j'ai découvert en fait le travail en équipe. Je l'ai découvert sur ce stage-là, et c'est là que je me suis dit que toute seule en cabinet, peut-être que j'aurais fait assez rapidement le tour de parler, de pas avoir de collègues avec lesquels échanger. La multidisciplinarité avec les kinés, les diètes, les ergos, l'équipe soignante aussi. Parce que c'était la première fois que j'étais vraiment intégrée au sein d'un service avec une équipe. Parce que je pense que on a tous eu un peu les mêmes expériences en étant externe, avec les méchantes infirmières et les sages-femmes qui laissent pas rentrer dans les blocs. Et enfin voilà. Donc j'avais jamais eu vraiment de rapport avec des équipes soignantes qui s'étaient bien passées. Là, on avait une vraie place dans le service, vu qu'en fait, on avait un chef de service qui était pas très présent. Il était très sympa, il était exemplaire, mais il était
pas très présent parce que il préparait sa thèse de sciences en même temps en fait. Donc on s'est retrouvés à 2 internes, puis on était toutes les deux deuxième semestre. Et du coup, on avait un peu la place de leader du soin au final, malgré nous, malgré notre jeune âge, malgré notre non-expérience, parce que le chef, il faisait 2 visites par semaine et puis il passait une demi-heure tous les soirs, quoi. Donc oui, ça m'a appris à travailler en équipe et ça m'a appris que ça me plaisait vachement. Donc et puis il y a le côté humain avec la personne âgée, alors que j'avais pas forcément un bon rapport aux vieux. Alors je vais peut-être beaucoup dire le mot vieux, mais alors c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Il faut le savoir. C'est juste que personne âgée, c'est vachement plus long à dire. Et ouais, je dis tout le temps vieux. Voilà. Donc pardonne-moi pour ça. Donc le vieux. Alors moi, j'avais pas forcément une très bonne expérience du vieux personnellement, parce que déjà moi mes grands-parents maternels je les ai pas trop connus. Bon, on a une histoire familiale un petit peu compliquée. Ma mère est vietnamienne, mes grands-parents ont émigré du Vietnam sur le dernier bateau qui partait du Vietnam libre quand il y a eu l'invasion communiste, on va dire. Et du coup, ils sont partis refaire leur vie aux États-Unis, alors que toute la fratrie de ma mère était en France. Et du coup, je les ai pas trop vus vu qu'ils ont refait leur vie aux États-Unis. Donc, je les voyais un par un, une fois tous les 2 ans. Par contre, j'ai plutôt été élevée par mes grands-parents paternels, puisque mes parents travaillant à l'hôpital, ils rentraient tard le soir. Donc c'est mes grands-parents paternels qui venaient nous chercher à l'école, qui nous faisaient faire les devoirs, tout ça. Mon grand-père, je l'ai perdu assez tôt, j'avais 9 ans. Et ma grand-mère, à qui je dois énormément dans ma vie, a malheureusement fini avec une maladie d'Alzheimer bien cognée, où ça a été un petit peu compliqué. Donc bon, pas forcément de base une tendresse particulière pour le vieux. Et puis quand j'étais en 2e et 3e année, pour me faire un petit peu de sous, parce que indépendance, tout ça, je voulais pas forcément dépendre uniquement de mes parents. Forcément, j'ai fait, comme beaucoup, des gardes de nuit d'aide-soignants en EHPAD, et ça m'a pas donné une image très reluisante du vieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand on a 50 changes complets sur un EHPAD de 85 et qu'on doit faire 3 tours dans la nuit, bon, voilà, c'était pas mon rêve de travailler avec cette population-là. Il y avait beaucoup de grabataires non communicants. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut terminer sa vie comme ça ? C'est affreux, c'est pas possible. Et puis les gardes aux urgences d'externe, où on voit arriver le vieux confus, prostré, en triple flexion, qui répond pas à nos pauvres questions d'externe. On arrive devant l'interne, on sait pas quoi dire parce que on n'a rien à l'interrogatoire. L'examen clinique est un petit peu frustre aussi, puisque parfois il peut se comparer à de la médecine vétérinaire. Donc ouais, non, j'avais pas comme ça l'idée d'être gériatre. Pas du tout, loin de là. et puis durant ce stage, j'ai appris qu'en fait une personne âgée, sa vie, ils avaient tous une histoire de vie différente, que c'était tellement important de connaître l'histoire singulière de chacun pour avancer sur les fonctionnements psychologiques et somatiques aussi d'ailleurs, et puis savoir parler aux familles et faire adhérer toute une équipe et tout un foyer à un projet de soins. Et du coup voilà, le jour où on m'a raconté un concert de Piaf au sanatorium, ou le défilé des chars le jour de la libération sur la plus grosse avenue de la ville, ouais, je crois que je me suis dit que c'était un truc potentiellement intéressant. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu décides de faire le desk. Et donc, avec le desk, Un petit peu après. Un petit peu après ? Raconte. Ouais, donc moi j'ai fait mon premier stage en gériatrie, donc j'étais en 2e semestre. Ça m'avait beaucoup plu, mais
quand même toujours ce côté de ouais, mais ça veut dire que je vais passer ma vie à l'hôpital. Est-ce que je suis vraiment prête à ça? Voilà, donc je m'étais dit ouais, je vais faire un stage chez le Prat et puis je vais voir quand même. Bon, mon stage chez le Prat c'est pas très très bien passé. Enfin, j'étais dans 3 cabinets différents. Sur les 3 cabs, il y en a 2 où ça s'est pas très bien passé, notamment parce que je sortais d'un stage où je m'étais sentie un petit peu toute puissante. Vu qu'on me déléguait énormément de choses. Le lendemain, je me retrouve dans un cabinet, je dis il y a un souffle de R1 et le Prat vient remettre son stéto derrière le mien. Je dis ah ouais. Ah ouais, super, ça va bien se passer le semestre, confiance, tout ça. Waouh. Bon, donc premier stage chez le Prat, ça se passe pas très bien. Puis après, je fais les urgences, et puis je trouve que quand même dans les urgences, le vieux, c'est hyper intéressant, parce que polypathologie, machin. Mais je me dis, non, allez, je vais quand même me refaire un stage en ça se passe, parce que, voilà, je suis pas sûre, peut-être que je suis mal tombée avec mon stage chez le Prat, peut-être que c'était des mauvaises rencontres, des incompatibilités d'humeur. Allez, je laisse encore sa chance à la médecine générale, je vais faire un ça se passe. Et puis là, tous les ça se passe que j'avais choisis en plan A, B, C, D, E, F, G, ils me passent sous le nez. Alors que j'étais 3e ou 4e de ma promo à choisir. Parce que il y avait, tous les retours de dispo de la promo d'avant là qui étaient passés. Et du coup, pas de ça se passe dans un périmètre géographique qui me convenait. Bon, signe du destin, je ne sais pas. Je me dis bon allez, je me refais un stage en gériatrie, mais dans un autre hôpital avec d'autres gériatres, parce que c'est peut-être ça aussi, c'était peut-être juste une histoire de rencontre. Peut-être que dans un autre service, je vais pas du tout m'entendre avec les gens vont pas du tout me faire confiance, et le côté médical du coup va pas suffire à m'animer quoi. Et bien premier jour, 2e seconde dans la chambre du premier patient, je me suis dit ok, c'est bon, c'est ça que je kiffe en fait. Et voilà, et donc j'ai su comme ça. Et c'est là que j'ai décidé de m'inscrire au desk du coup. L'inscription au desk, ça implique l'hôpital. Ça implique Oui. le travail en équipe, ce qui est plutôt sympa. Ça implique l'autorité, ce qui est peut-être un peu moins sympa, en tout cas pour toi. Mais t'as accepté le travail à l'hôpital. Ouais, parce que du coup, je savais que j'allais être protégée entre guillemets par mon maître. Je savais que j'allais apprendre énormément à son contact, que ce soit médicalement ou humainement. Et je m'étais dit, voilà, dans tous les cas, j'aurais pris ce que j'ai à apprendre de cet homme-là, et je lui ai accordé ma confiance. Ouais, et je me suis dit, tant qu'il est là, il peut rien m'arriver en fait. Donc ouais, j'étais prête à accepter les conditions de travail hospitalières parce que je me sentais protégée par cette personne. Ouais. Tu t'inscris en desk, tu valides ton desk, tu travailles donc dans le service de cette personne, ce mentor. Est-ce qu'il a été tout le temps là avec toi? Est-ce qu'à un moment donné, vos routes se sont séparées? Il m'a beaucoup accompagnée au départ, surtout pendant mes 2 ans d'assistanat. Après, je suis passée PH contractuel. Là, il a commencé à s'éloigner un petit peu parce que du coup, comme je passais contractuel, il m'avait mis une assistante avec moi. Du coup, c'est vrai que s'il restait là, ça commençait à faire une grosse densité médicale. Et puis il avait aussi besoin que je me positionne en tant que tel dans le service, quoi. Donc on a commencé à s'éloigner un petit peu à ce moment-là, même s'il était toujours présent quand j'en avais besoin. Pendant cette année de contractuel, c'est vrai que dans le service, il me faisait le coup un peu du chef de service qui passe 10 minutes toutes les semaines, qui pioche au hasard 3 dossiers pour faire parler les externes et les internes, et qui donne son avis sans avoir jamais vu le patient, sans avoir jamais rencontré la famille, en connaissant que la moitié du dossier, qui dit mais pourquoi vous avez fait ça? Mais ça n'a pas de sens, mais c'est nul.
là, j'ai commencé à sentir que médicalement, j'étais peut-être en train de prendre mon autonomie et j'étais peut-être arrivée au point où j'avais pris suffisamment d'expérience propre pour me faire un avis propre en fait en tant qu'individu médecin, qui n'était pas forcément le même que celui de mon maître. Et là, j'ai commencé à me dire enfin, je me suis rien dit en fait, mais je crois qu'inconsciemment, ça commençait un peu à me peser ces passages où on savait pas quand est-ce qu'il passait, puis on savait pas ce qu'il allait dire, et puis il allait le dire devant les externes, les internes, l'assistante. Ouais, c'était plus l'entente, c'était plus la confiance à 150% que je pouvais lui accorder avant. Et puis donc lui c'était mon chef de service, mais j'avais le chef de la clinique universitaire, le grand chef de la gériatrie, puisqu'il y avait plusieurs services. Et lui, avec le grand chef, ça a toujours été un petit peu plus compliqué, et ça l'est devenu de plus en plus. Et jusqu'à ce qu'on ait eu 3 clashs échelonnés sur une période de 6 mois, je pense, où mon chef de service a largement pris ma défense. Mais comme ils s'entendaient de toute façon pas sur un certain nombre de points avec le grand chef, ils avaient une relation qui était déjà un petit peu conflictuelle. Et puis le 3e clash avec le grand chef a été le clash de trop. Et c'est celui qui m'a fait partir du CHU. Voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, forcément, on s'est bien éloigné de mon chef de service, puisqu'il m'en a bien voulu. Voilà. Alors ça a été une décision qui n'a pas été facile à prendre. Hein. Je pense que pendant, je sais pas, ça a bien duré un mois et demi. Je devais pleurer à peu près tous les soirs en rentrant chez moi, en me disant mais qu'est-ce que je fais ? Il faut que je parte parce que je peux plus supporter l'autorité du grand chef, et qui est quand même mon grand chef, même si c'est pas mon N+1, c'est mon N+2, et c'est lui qui décide de tout. Et pour autant, je dois tellement de choses à mon maître. C'est quelqu'un de tellement important pour moi, qui m'a apporté tellement de choses. Comment je pourrais lui dire fuck, je lâche tout, alors qu'il avait tellement investi sur moi, quoi. Ça a été hyper dur, vraiment. Pour ça, pour le sentiment de culpabilité, et puis l'air de rien, c'est aussi la nouveauté, quoi. Moi, je connaissais que le CHU. Enfin, si j'étais passée en périph sur 2 semestres d'interne, mais c'était le grand saut vers l'inconnu, partir du CHU aussi. Qu'est-ce que j'allais trouver ? Est-ce que j'allais trouver une équipe aussi bienveillante, avec qui ça se passait aussi bien ? Est-ce que les fonctionnements allaient être les mêmes ? Est-ce que et puis c'était aussi me confronter à est-ce que je suis légitime en tant que gériatre enfin voilà, je ne serai plus l'assistante 2, je ne serai plus le PH 2, je serai une personne à part entière, quoi. Ouais, c'était compliqué quand même. Quitter le CHU, c'était prendre son indépendance. Ouais. Et alors, ce qui est pas facile, hein. Juste, non, c'est jamais facile ça. Mais juste rapidement, à ce moment-là, tu étais encore PHC ? J'étais PH en probatoire. Voilà, j'avais été nommée PH en novembre. J'ai pris la décision de partir en avril. Et j'ai posé ma démission en juillet. Donc j'étais encore en probatoire. Donc je n'ai plus mon poste de PH. Ouais, c'était pas une dispo, c'était une démission. Ouais. Donc là, si jamais l'idée folle me revenait, de me dire tiens, si j'allais bosser à l'hôpital public, je devrais repasser mon concours PH. Mais j'avais eu le nez fin déjà à l'époque. Il y a maintenant 8 ans, de me dire que ça n'arriverait jamais. Voilà. Alors peut-être que avec les élections, il va y avoir des super réformes, et peut-être qu'on va trouver plein d'argent, et que on va redonner le pouvoir aux médecins et pas aux administratifs, et peut-être, je ne sais pas, qu'avec une refonte totale, j'aurais envie d'y retourner. Mais va falloir vraiment qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, ouais, pour me redonner envie. En tout cas, c'est une décision que t'as jamais regrettée. Non. Ah, clairement non. Non, parce que du coup, ça m'a permis de me rendre compte que ailleurs ça pouvait fonctionner mieux,
incroyable, ça peut mieux fonctionner que dans un CHU. Non, ça me fait rire parce que 8 ans après, je ne sais pas comment on peut penser qu'un CHU peut bien fonctionner. Mais oui, donc ça peut mieux fonctionner. On peut trouver des gens plus sympas, plus détendus, avec moins de lutte de pouvoir, même s'il y en a, faut quand même pas se leurrer. Et puis, ce que je regrette vraiment pas, c'est que, effectivement, en partant, je me suis trouvé une légitimité en tant que gériatre. Ça a été vraiment moi, ce qui a signé ma vie d'adulte professionnelle, presque, je dirais. C'est que je me suis trouvée, ouais. Et j'ai trouvé des gens qui, du coup, c'est grâce aux collègues, hein, qui te montrent que, qu'en fait, tu fais du bon taf, quoi, tu fais du bon job. Et là où je suis arrivée, dans la clinique où j'ai bossé, j'ai largement contribué à l'essor de la gériatrie, en fait. Juste expliquer aux collègues ce que c'était en vrai. Et conserver vraiment à quelque chose, et j'ai réussi à développer des grandes coopérations avec les autres services, qui n'était pas du tout le cas avant, quoi. Donc ça, ouais, c'est quand même une vraie reconnaissance professionnelle de la part des confrères et consoeurs. Et ça, je pense que si j'étais restée au CHU, je l'aurais jamais eu, parce que je serais restée la PH2. Voilà. Et du coup, en ça, ouais, je crois que je regretterai jamais mon choix. Alors raconte un petit peu ce nouveau boulot. Déjà, comment tu fais pour trouver du nouveau boulot? Parce que on n'apprend pas à faire un CV à la fac de médecine. Et puis surtout vrai. Sur l'hospitalier et l'universitaire, les parcours, des fois, ils sont un petit peu tout tracés par les chefs. Et donc là, comment ça se passe? Alors, c'est quoi tes critères de choix? Et puis ensuite, comment ça se passe, ce nouveau boulot? Alors, la première fois où j'ai pensé à quitter le CHU, c'était suite à une réunion un petit peu scandaleuse avec mon grand chef, où c'était parti vraiment en vrille, et où j'estimais qu'il m'avait vraiment manqué de respect. Et c'est là qu'en rentrant chez moi, je me suis dit, ok, allez, c'est bon, je me casse, hop. Et je suis allée sur Internet, j'ai tapé dans Google offre, emploi, gériatre pour mon département. Alors il y en avait pas beaucoup des offres pour le coup. Et alors moi je cherchais du court séjour, parce que c'est vrai que, clairement, moi à la base j'étais une gériatre de court séjour, c'est ça qui me faisait vibrer. Voilà, ce qui me faisait vivre, c'était de voir arriver des gens prostrés, et puis 3 jours après faire 10 longueurs de couloir avec le kiné, parce que t'avais réglé l'insuffisance cardiaque. Du coup, il était plus confus, et il était en train de reprendre son autonomie d'avant. Ça, c'était vraiment le truc qui me faisait vibrer. De la densité de soins forte sur une courte durée pour un résultat optimal rapide. Genre l'efficacité, quoi. Il fallait que ce soit visible. Donc ouais, je voulais que ce soit du court séjour, je voulais pas du SSR, je voulais pas de l'EHPAD, je voulais pas de l'USLD. C'était très très clair. Voilà, court séjour ou rien, et dans un rayon de 20 km de ma ville ou rien. Bon, ça restreignait quand même assez les choix, de fait. Et là, coup de bol, première offre d'emploi que je vois, bim, cherche gériatre court séjour dans la clinique de la même ville, quoi. Je me dis, ok, c'est un signe du destin, ça n'est pas possible. Et du coup, voilà. Et c'était par une plateforme qui mettait en relation avec un intermédiaire. Je suis pas allée directement postuler à la clinique. Moi, mon CV, c'est assez simple, hein. J'ai repris le dossier que j'avais fait pour mon concours PH, le titré travaux, et puis j'ai un peu élagué quand même. Je crois qu'au départ, j'avais même pas élagué. Et du coup, j'arrive à l'entretien d'embauche. Le chef de service de l'époque me dit, mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. C'est votre CV là. En fait, vous avez un profil CHU. Pourquoi vous venez postuler chez nous? Ah parce que justement le CHU c'est plus possible en fait. Va falloir qu'on parle, monsieur. Non, puis en plus, je sais pas, c'était genre la semaine d'avant, je m'étais tapé encore une demi-garde aux urgences. Ces demi-gardes où t'arrives à 18h, on te fait les transmissions pour 25 patients qui sont dans les couloirs. On te dit qu'il y a plus de place dans l'hôpital et qu'il faut que tu les réévalues tous. Et puis tous les vieux, on te les présente comme lui il est là pour maintien à domicile impossible. Le truc que je
déteste. Alors vraiment, ne parlez jamais à un gériatre de maintien à domicile impossible. C'est juste le truc le plus ulcérant de tous les temps. Donc, je mets un point d'honneur à aller voir ces maintiens à domicile impossible parce que je sais que mon collègue urgentiste n'a pas fait bien son boulot. Alors, probablement par manque de temps, de moyens, de connaissances, de tout ce qu'on veut. Mais voilà. Et donc, je vais voir une de ces dames, 96 ans, maintien à domicile impossible. La dame, elle saturait à 85% et elle était hémiplégique. Voilà. C'était pas connu dans ses antécédents, bien entendu. Voilà. Donc en fait, le maintien à domicile était impossible parce que elle faisait une décompensation cardiaque globale. Et alors, il y a une histoire d'AVC qui a eu lieu avant ou après, mais voilà, c'était pas connu. Et là, on me dit maintien à domicile impossible. Oui, c'est-à-dire que toi, même à 25 ans, si tu étais hémiplégique avec plein d'eau dans les poumons, tu ne pourrais pas rester à la maison, en fait. Voilà. Et donc, j'avais eu ce cas-là dans une de mes gardes la semaine d'avant. Et je dis, voilà, je peux plus rester dans un hôpital où on maltraite les personnes âgées comme ça et où l'institution cautionne ça, en fait. Enfin, cautionne parce qu'on fait rien pour arranger les choses. Et ça a été l'argument qu'a fait mouche vis-à-vis de cette personne qui a fait mon entretien d'embauche, qui m'a dit bon, quand même, vu ton CV, je préférerais que tu réfléchisses bien pour être sûr que tu veux partir de CHU et venir chez nous, parce que quand même c'est pas tout à fait la même chose en termes de veille bibliographique, de formation continue, d'encadrement des étudiants et de recherche. Et j'ai dit oui. Enfin, je veux bien vous rappeler dans une semaine, hein, mais en fait mon choix il est fait depuis 2 mois déjà. Donc voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans mon nouveau job, nouvelle équipe, plein de nouveaux challenges. Je me suis retrouvée du coup, moi, à la tête, donc chef de mon petit service de court séjour gériatrique, une petite unité de 8 lits au lieu de 21, où j'étais du coup en première ligne, j'étais seule, j'avais plus d'assistante en dessous de moi, j'étais toute seule avec un interne, mes 8 lits, et c'était génial. J'ai renoué le contact avec les patients, ce qui m'a fait me rendre compte que ça me manquait au CHU une fois que j'avais pris de la hauteur et que j'étais passée PH. Je pouvais faire du coup de la formation à l'interne, pareil, de façon beaucoup plus rapprochée que ce que j'avais au CHU, et ça me manquait aussi. Et ouais, prouver aussi à l'équipe infirmière que je savais mon métier, que je savais faire, à l'équipe infirmière, mais aussi à l'équipe des urgences et à l'équipe de médecine interne qui était à côté, et aux autres services. C'était un beau challenge, et ça a été vraiment les 3 premières années, ça a été, je pense, les 3 meilleures années de ma vie professionnelle, clairement. Et puis au bout de 3 ans, mon chef de service fait un burn-out. Bon, il revient comme il peut. Et puis quelques mois après son retour, il dit bah en fait je lâche la chefferie parce que je peux plus. Mais je reste dans l'équipe. Ok. Donc il faut trouver un nouveau chef de service. Alors on était une petite équipe de 4, je crois à l'époque. Sur les 4, du coup, les 2 autres étaient arrivés dans l'année qui venait de précéder. Donc au final, je me retrouvais la plus ancienne, potentiellement éligible au poste de chef de service. Alors sachant que moi, ça pour le coup, ça faisait pas du tout partie de mes aspirations. Enfin, ça faisait partie des aspirations de mes parents, hein, forcément, mais pas du tout des miennes. Parce que voilà, avec le changement de structure aussi, je m'étais rendu compte que moi, ce qui me nourrissait, c'était le soin. En fait, administratif, ça me faisait chier. Alors après, je m'entendais très bien avec le chef de service. Du coup, en fait, je lui disais quoi faire. J'étais son bras droit. Donc en fait, moi, ça m'allait. C'était génial comme position, c'est que je donnais mon avis global sur les choses à faire. Il se trouve que comme visiblement c'était des avis qui paraissaient intelligents, il les suivait, et en même temps,
moi, j'allais pas au front pour aller défendre mes positions, c'était lui qui allait. Donc franchement, c'était top. J'agissais dans l'ombre. Puis là, on me dit, tu veux pas devenir chef de service? En vrai, non. Maintenant, est-ce que j'ai le choix? C'est-à-dire que si tu refuses, ce sera le chef de la médecine interne qui sera aussi chef de la gériatrie parce que vous faites partie du même pôle, mais ça peut pas être les deux autres de l'équipe parce qu'ils sont trop jeunes. Voilà. Ok, on va pas faire ça parce que on a besoin d'un chef de service en gériatrie parce que c'est déjà suffisamment difficile dans un environnement hospitalier, public ou privé. Hein. Je suis dans le privé associatif. Voilà. Sur le deuxième job. C'est déjà suffisamment difficile de se faire une place et de faire entendre ses projets. Donc alors si en plus il n'y a pas de chef de service et que c'est le chef de pôle qui prend les décisions, mais c'était sûr qu'on se faisait squeezer quoi. Donc c'était juste inimaginable. Donc voilà, je me retrouve chef de service et enceinte de 3 mois. Voilà, parce que donc quand ils m'ont nommé chef de service, j'avais même pas encore eu la première écho, donc je pouvais pas tout à fait leur dire que j'étais enceinte parce que voilà, avec toute l'incertitude qu'on peut avoir dans un premier trimestre de grossesse, finalement ça a bien tenu, hein, puisque c'était donc ma grande qui a 4 ans aujourd'hui. Et donc voilà, je me suis retrouvée chef de service, enceinte, avec en plus l'ancien chef de service qui était resté dans mon équipe. Voilà, fameux. Et puis du coup, moi j'arrive, je me rends compte que mon prédécesseur il a fait de la merde sur plein de trucs, qu'il y a plein de procédures qui tiennent pas la route, qu'il y a plein de trucs qui sont pas écrits, qui sont pas protocolisés. Je reprends une merde pas possible, avec des recrutements à faire en plus dans l'équipe médicale. Voilà, puis je pars en congé mat avec une ambiance de merde dans mon équipe médicale puisque mon ancien chef de service alors, il avait abandonné la chefferie volontairement, mais je pense que ça lui faisait quand même dans son fond un petit peu mal de voir potentiellement quelqu'un réussir là où il avait échoué. Du coup, il s'est pas gêné pour me mettre bien des bâtons dans les roues et puis il a bien fait ça pendant mon congé mat. Voilà, il a bien mené une politique de décrédibilisation auprès de mon équipe médicale et paramédicale. Du coup, j'ai un peu ramé au retour de mon congé mat pour récupérer la confiance des gens. Mais ça s'est fait. Voilà, ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Puis après est venu le temps, une fois qu'on avait rallié les gens sa cause, d'écrire des nouveaux projets et de les mettre en place. Ce qui voulait dire des moyens financiers et humains supplémentaires, ce qui était largement jouable vu les excellents résultats du service que je sortais depuis quelques années. Et puis un chef de pôle et une administration qui me promet des moyens pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, qui au bout du compte, un jour, me sort, alors, vos projets ils sont très bien, ça va bien rapporter de l'argent, c'est super, il faut y aller. Par contre, on n'embauchera pas, voilà, parce que vous êtes tout à fait capable de le faire vous. Hein, alors que moi j'avais triplé l'activité de l'équipe mobile de gériatrie aux urgences, j'avais doublé l'activité du court séjour, on avait aussi largement augmenté l'activité du SSR, on avait mis en place de l'oncogériatrie. Là le projet en l'occurrence c'était de l'orthogériatrie, donc ils voulaient ouvrir une unité d'orthogériatrie sans embaucher de gériatre supplémentaire. Pardon. Alors, à quel moment je vous explique que je suis chef de service, je fais l'équipe mobile de gériatrie, je fais des consultations et que je continue à chapeauter un assistant sur le court séjour. Et là, en plus, vous voulez que je m'occupe d'unité d'orthogère. Ça va être compliqué.
Voilà, et du coup, j'ai pas très bien vécu ce truc de oui, on vous promet, on en parle, on en reparle à la prochaine réunion médico-administrative. Et en fait, j'ai un peu l'impression d'avoir été menée en bateau. D'ailleurs, je crois que c'est pas qu'une impression. Et je crois qu'à partir de là, j'ai perdu confiance en mon administration. Et à partir de là, c'était mort. J'avais perdu le sens de mon travail. J'y allais pas. J'avais perdu l'entrain quand j'y allais le matin. Je m'isolais de plus en plus de mes collègues. Je trouvais de plus en plus que tout le monde faisait de la merde. Ça allait plus très bien. Et puis 1 mois et demi plus tard, une de mes collègues assez proches, qui était une de mes anciennes internes du CHU, donc on se connaissait quand même depuis quelques années, me débarque dans mon bureau et me dit Sylvie, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi tu pleures tout le temps? C'est pas normal. Ouais. Effectivement, là, elle me dit, là, je vais sortir de ce bureau, tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler un médecin et tu prends un rendez-vous pour demain parce que tu ne vas pas bien. Et du coup, je suis allée chez le médecin le lendemain et puis je suis jamais revenue. Voilà. Et j'étais en burn-out. Après, en refaisant le film, il y avait un peu des signes, hein, mais on veut jamais vraiment les voir. Et donc, tu te retrouves chez toi, en arrêt de travail. Avec ma petite de 2 ans. Avec ta petite de 2 ans. Et est-ce que comment tu envisages l'avenir à ce moment-là? Est-ce que tu envisages l'avenir à ce moment-là? Bah alors au début, non. Hein. On envisage juste le jour d'après. Parce que pendant 2 semaines, je n'ai fait que dormir. Je n'ai fait que dormir. Je ne pouvais pas me lever. C'était comme une grosse grippe en fait. Mais c'était incroyable. Hein. Je n'avais plus d'énergie pour me lever du canapé en fait. Et puis je pleurais, je sais pas, toutes les 10 minutes à peu près pour rien, souvent sans raison. Et puis dans n'importe quelle conversation en fait. Voilà, il y avait plus de réserve physique et plus de réserve psychique pour faire face à quoi que ce soit. Donc les 2 premières semaines, ça a été quand même franchement très compliqué. Bon, en plus c'était les vacances de Noël, donc ma petite n'était pas à la crèche, donc elle était à la maison tous les jours. Voilà, donc ça renvoie encore plus en pleine face que on n'est pas capable d'assurer quoi. Et puis bon après voilà, j'ai été prise en charge par mon médecin et une psychologue qui a fait un super job. J'ai pas eu besoin de traitement médicamenteux pour m'en sortir parce qu'en fait il y a 2 trucs qui m'ont fait sortir de ça. Le premier, c'est que j'ai découvert les loisirs créatifs. Ça m'a beaucoup occupé la tête. Enfin, disons que comme on est obligé de se concentrer sur ce qu'on fait manuellement, la tête peut pas penser en même temps. Donc ça, c'était vachement bien. Parce que ça évitait quand même beaucoup de pleurer. Et puis le process créatif redonne quand même beaucoup confiance en soi. Ça a été quand même un vrai élément important dans la guérison. Deuxième chose qui m'a fait avancer, c'est que je me suis projetée dans une autre vie professionnelle assez rapidement. Parce que je me suis dit ok, qu'est-ce qui m'a fait m'épuiser en fait? C'est quoi? C'est l'administration hospitalière. Ok, je suis gériatre, de court séjour. Est-ce que je peux bosser autre part que dans un hôpital? Non. Donc ça va être compliqué de faire la même chose après en fait. Du coup, il va falloir que je change, voilà. Après, est-ce que bosser dans un SSR, ça m'irait? Non, parce qu'il y aurait toujours le même problème d'administration hospitalière et de lutte de pouvoir avec les autres services pour faire passer les projets et les financements. Donc ça n'irait pas non plus, parce que les SSR, ils sont pas que gériatriques, donc ils peuvent être en balance avec des neuros, avec des polyvalents, ou alors avec d'autres services quand ils sont rattachés à du court séjour gériatrique. Donc ça faisait pas non plus le SSR. Et puis je crois que j'avais
J'avais besoin aussi de faire une pause sur la continuité des soins. Travailler 12 jours d'affilée avec 5 nuits au milieu, j'en avais plus envie en fait. Je pense que ça avait ça plus la gosse, ça avait participé à l'épuisement physique en fait. Donc à ce moment-là, je me dis je vais prioriser ma gosse quand même. Donc voilà, peut-être que aujourd'hui le système des astreintes ça correspond pas à, enfin c'est pas compatible avec la vie personnelle que j'aspire à avoir aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, ça réduisait quand même beaucoup le champ des possibles pour une gériatre. Donc au départ, j'étais partie pour faire complètement autre chose, monter une boîte dans le commerce, rien à voir. Un truc en rapport avec la maternité parce que c'était mon sujet du moment, forcément. Et ça m'a vachement aidé à avancer. Du coup, j'ai fait des formations des formations sur internet et puis des trucs de la chambre des commerces et de l'industrie sur l'auto-entrepreneuriat. Je me suis beaucoup renseignée sur plein de trucs, ça m'a beaucoup occupé la tête. Je me suis rendu compte que je trouvais ça plutôt cool d'apprendre des nouveaux trucs. Du coup, je me suis dit c'est bon, c'est que je peux me renouveler et me réinventer ailleurs. Et ce projet avançant, du coup, j'avais ça allait beaucoup mieux dans ma tête à partir du moment où je me suis dit ok, je vais démissionner de mon poste et je pars sur autre chose. Donc on arrivait un petit peu au bout des arrêts de travail et le médecin qui me suit me dit ouais, c'est super votre truc machin, mais quand même vous êtes gériatre, c'est dommage, il y en a pas beaucoup, vous avez une vraie plus-value quand même dans la prise en charge des vieux. Moi, je reçois tous les jours des offres pour être médecin co dans des EHPAD. Il en manque. Est-ce que ce serait pas une idée, une piste d'essayer ça ? En plus, comme ça, vous avez du temps partiel, ce qui vous permet aussi de, si vous le voulez, mener votre projet d'entrepreneuriat à côté. Voilà, pourquoi pas essayer. Et puis ça vous plaît, c'est cool. Ça vous plaît pas, vous vous réinvestissez sur votre projet de boîte que vous aviez. Du coup, au bout de 3 mois et demi, ça m'a parlé. Je me suis dit ouais, en fait, pourquoi pas ? Parce qu'au final, l'EHPAD, tous les gens qui travaillent dans un EHPAD, ils sont au service de la personne âgée, ce qui change quand même du sanitaire. Il y aura plus à se battre avec l'oncologie qui veut le dernier appareil de radiothérapie pour ramasser encore plus de thunes et les cardiologues qui font la first in man sur le stent nouveauté machin. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et puis pas d'astreinte, pas de garde, temps partiel, 50%. Bon allez, on va tenter. Donc je trouve une annonce, donc toujours un offre emploi un coordonnateur EHPAD dans mon département. Là, je trouve plein d'offres, mais alors plein. Puis il se trouve que j'en trouve un dans un EHPAD pas très loin de chez moi, où je suis même pas obligée de passer par la ville pour y aller. Je passe par une petite route de montagne. Il y a même pas un feu rouge entre l'EHPAD et chez moi. 13 minutes chronométrées. Je dis allez, on va voir. Soyons fous. Et du coup, j'y vais et je trouve une directrice hyper sympa. Je dis allez, ouais, on tente l'expérience. Donc ça, c'était j'ai commencé là-bas le 2 mai 2020. Donc ça fait bientôt 2 ans. Alors là, je me suis retrouvée un peu comme quand je me suis retrouvée chef de service à la clinique. C'est-à-dire que tous les jours où t'arrives, tu te rends compte que mais comment ça marche comme ça ? Mais c'est pas possible en fait que ça marche comme ça. Mais comment ça, il y a pas de protocole ? Comment ça, le projet d'établissement tient sur 4 pages ? Ça n'est pas possible de faire ça. Voilà, mais pour le coup, une équipe. Alors c'est vrai qu'en EHPAD, il y a un trio gagnant. C'est le directeur, la cadre infirmière et le médecin co.
c'est le trio décisionnaire de tout, et il faut absolument que ce trio il soit gagnant, parce que sinon on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein d'EHPAD dans lesquels ils n'y arrivent pas. Et moi j'ai la chance d'être dans une structure où clairement ça le fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'y suis encore, et que je m'y sens extrêmement bien, et que j'ai même augmenté mon temps de travail là-bas, et que j'ai complètement abandonné mon projet de boîte à côté. Et que j'ai même eu le temps de faire un deuxième enfant entre-temps. Et ce trio, il est vraiment gagnant, parce qu'en fait, on se fait tous confiance sur nos compétences respectives. C'est-à-dire que mon directeur, il est comptable de formation. Il sait qu'il est pine-rien à la médecine. Et du coup, quand je lui dis un truc, il dit OK. Voilà, il discute même pas, en fait, parce qu'il sait que ça va être le bon truc. Alors, je pense aussi du fait de mon parcours antérieur, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui ont ce parcours-là, cette expertise-là. Et puis lui aussi, il a été hospitalier, donc il sait ce que c'est. Enfin, il a été directeur de centre hospitalier, donc il sait ce que ça représente aussi en termes d'investissement et d'expérience. Et du coup, voilà, on fonctionne hyper bien, chacun se fait confiance, on est en plus tous hyper motivés, hyper dynamiques, on a tous envie que ça change, on est tous plein de projets, on a tous plein de projets dans la tête, et du coup ça match. Et il n'y a pas de lutte de pouvoir, du coup, vu qu'il n'y a pas à en avoir. Et du coup, j'ai une ambiance sereine avec mes collègues, un temps de travail qui est celui que j'ai déterminé et que j'estime adapté aujourd'hui à mes aspirations professionnelles et personnelles, et sans la continuité des soins qui me bouffait quand même énormément la vie, et avec un intérêt intellectuel fort, malgré le fait qu'il y ait beaucoup moins de soins qu'avant, mais parce que je pense que j'étais aussi venue à un moment dans ma carrière où j'avais besoin de m'éloigner du soin. Sur les derniers temps à la clinique, j'en avais marre de voir des gens malades, je crois. Non, mais j'avais besoin d'être plus dans la vie. Et alors ça, c'est quelque chose qui a toujours été chez moi, même quand j'étais dans les services de court séjour. J'avais toujours des projets pour ancrer mes services dans la vie et pas dans la maladie, en fait. J'ai toujours voulu faire des expos photos dans les couloirs, des projets dans la vie, ouais. Et sur la fin, alors c'était peut-être parce que j'étais malade moi-même, hein, j'en sais rien, mais je crois que j'avais besoin de raccrocher la vie et de m'éloigner un peu de la maladie, ouais. Et du coup, l'EHPAD, alors il y a quand même encore un peu du soin et j'interviens sur les urgences, mais on est sur des vrais projets d'accompagnement à long terme, en fait. Et on voit les gens évoluer pendant un peu plus que 3 jours. Et c'est super de les accompagner, en fait. J'avais une question sur le fait d'être plus dans un travail d'organisation du soin et de gestion de projet, et du coup de faire moins de soins. Est-ce que c'est aussi une façon d'avoir moins de responsabilités avec toute la charge mentale, émotionnelle qui va avec ? Non. Non, on n'a pas du tout moins de responsabilités. Par contre, il est évident qu'en n'ayant plus la continuité des soins, j'ai arrêté d'avoir ces flashs en me lavant les dents, en me disant « Mais oui, mais c'est des gaz du sang qu'il faut faire !» Parce qu'il a forcément une acétose qu'on ne voit pas. Voilà. Ces flashs dans les toilettes, en se brossant les dents, dans les embouteillages, tout ça. Bon, c'est sympa, mais ça va 2 secondes. Donc oui, j'ai plus cette charge. Enfin, elle est déplacée ailleurs, on va dire. Parce que le soin, c'est vrai que c'est quelque chose qui te suit en permanence, parce que tu sais pas si t'as fait la bonne chose, parce que tu te dis oh merde, est-ce que je vais retrouver mon patient demain, et si j'avais fait ça, mais est-ce qu'il va mourir à cause de moi, machin. Là, la responsabilité, elle est déplacée sur le global et sur la collectivité, en fait. Parce que là encore plus sur les 2 dernières années, c'est-à-dire que si tu fais pas bien les choses, si t'écris pas bien tes protocoles, tu vas avoir 3/4 de ta structure qui va être Covid+, et tu vas en avoir la moitié qui va mourir, quoi. Donc ouais, il y a quand même une certaine responsabilité. Mais on est plus sur du collectif. Mais non, moi j'avoue que j'ai quand même eu des moments de tension. Alors c'était pas du 24/24, mais
Typiquement, avant la deuxième vague, là c'était septembre-octobre 2021, juste avant mon deuxième congé maternité, où on avait les cellules de crise toutes les semaines et où on voyait le nombre de cas qui explosait tous les jours et je me disais mais c'est en train d'arriver, c'est à la porte. Ça va arriver, et on sentait l'ambiance électrique tous les jours. Et le premier cas est arrivé le jour où je partais en congé mat. Donc j'ai échappé à tout ça, mais j'avais quand même bien eu le temps de rédiger tous les protocoles qu'il fallait avant. Mais oui, non, c'est une responsabilité différente, mais qui du coup, je trouve, se rapproche de celle quand t'es chef de service. Ouais, c'est vraiment déplacé par rapport aux soins où t'es vraiment dans l'individuel. Là, t'es sur une question de collectif. Et puis, voilà, moi, je suis médecin co, je suis le seul médecin qui voit tous les jours. Les médecins généralistes sont quand même pas très très présents. T'es la caution médicale de l'orientation stratégique du projet d'établissement, du projet de soins. T'es le référent pour les investissements, pour la formation de l'équipe soignante. C'est quand même pas rien. Et honnêtement, j'ai du mal à imaginer comment ça se passe dans les structures qui ont des médecins co, qui ont pas de formation de gériatre et qui ont pas d'expérience de management d'équipe. Parce que je pense que c'est pas facile. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on apprend à la fac et ça peut être un poste du coup, je pense qu'il peut faire du mal quand on n'est pas préparé à ça et qu'on veut bien faire son boulot. Voilà. Après, c'est pas tout le monde, je pense, mais si on veut bien le faire et qu'on y met du cœur et qu'on a envie de faire les choses bien pour les résidents, c'est pas facile et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de leadership. Et c'est pas tout le monde qui peut l'avoir de façon innée, je pense. Finalement, le contact avec ton mentor dans ton premier stage en gériatrie, ton expérience de chef de service dans ton deuxième boulot, tout ça, ça t'a amené là à ton poste de médecin co en EHPAD aujourd'hui. Oui. Et non, mais c'est pour ça que je regrette absolument rien dans ma carrière, hein, même si j'ai passé des sales moments à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, moi j'adore ce que je fais. Je me sens à ma place. Mais je pense que il y a assez peu de gens qui ont la même vision de ce métier que moi. Parce que clairement, hein, quand on est hospitalier, quand on est gériatre hospitalier, le médecin co, comment dire, on se dit bah ouais, c'est la planque. Alors en vrai, c'est la planque hein, par rapport à un rythme de travail hospitalier, on va pas se mentir. Mais c'est la planque pour un boulot inintéressant. C'est ça qu'on voit nous de notre position de gériatre hospitalier. Et je pense que c'est pour ça que en fait il y a plein de postes de médecins co vacants. C'est parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui saisissent pas l'intérêt que ça peut avoir, l'intérêt médical et intellectuel en fait, et de rythme perso aussi. Mais ça on le sait par contre. Et c'est dommage qu'on ait un petit peu cette vision négative du médecin co comme le mec planqué. Pour moi, c'est un peu ça se rapproche un peu de la vision qu'on a du médecin du travail ou du médecin de santé publique, quoi. Voilà. Et c'est dommage parce que du coup, peut-être que ça pourrait attirer des gériatres, des vrais gériatres qui ont des vraies formations de gériatres, qui aujourd'hui sont en hospitalier, qui subissent parce qu'ils savent pas qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs, un petit peu comme moi quand je suis partie du CHU, je savais pas comment ça pouvait se passer ailleurs. Bah là c'est pareil, je suis partie de la clinique, je savais pas comment ça pouvait se passer dans un EHPAD. Au final, au départ, c'était un métier pour lequel j'avais des a priori extrêmement négatifs, et aujourd'hui je m'y sens tellement bien. Parce que, alors après, ça a toujours été aussi mon caractère, hein, de m'intéresser à tout, de toujours voir le positif dans tout.
C'est bien pour ça que je regrette absolument rien dans ma carrière, hein. Parce que tout a un résultat et fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, en fait. Et effectivement, mon travail, je le fais bien et il m'intéresse aujourd'hui parce que il y a eu ces 15 années avant. Mon Dieu, 15 ans. Ouais, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que si tu gères des projets tels que tu sais les gérer actuellement, c'est parce que tu as aussi cette expérience de clinique, alors pas la clinique l'établissement, mais cette expérience clinique qui vient nourrir tous les projets que tu peux créer maintenant. Ah bah, je pense que dans tous les cas, alors ça pour moi, clairement, ça fait partie des raisons pour lesquelles l'hôpital dysfonctionne aujourd'hui, hein. C'est parce que, enfin, l'hôpital est beaucoup d'administration publique, c'est que, enfin, à un moment, pour écrire les choses et pour décider des choses, il faut savoir à quoi ça correspond sur le terrain, en fait. À partir du moment où c'est des mecs qui sont pas sur le terrain, qui sont décisionnaires et qui écrivent des trucs, forcément ça peut pas marcher, en fait. Donc oui, à un moment, si on veut avoir une vision d'où on va, comment on peut y aller de différentes façons, à mon sens, ça passe par au départ la connaissance des gens pour qui on réfléchit. Donc ça veut dire les professionnels de terrain et les patients. Et oui, et on peut faire un parcours de soins, un parcours de vie, parce que, enfin, moi je pense que forcément en ayant pris en charge à un moment des centaines, même plus des milliers, je pense, de patients, à un moment on intègre aussi des profils, des parcours, et on réfléchit sur des globalités en fait. Mais pour ça, il faut l'expérience de terrain au départ. Sinon, on peut pas. Ou alors, c'est plus compliqué ou pas adapté. Ou alors, on peut, mais c'est pas adapté. Ça m'offre plein de perspectives de réflexion. Enfin, ça nous offre plein de perspectives de réflexion sur comment on peut faire évoluer nos carrières, et en faisant évoluer nos carrières, comment on fait évoluer notre système de santé. Je pense qu'il y aurait largement matière à discuter pendant encore des heures, mais le temps passe. Et je te propose que pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et je vais te poser la dernière question rituelle du podcast. Quelle est ta tenue de travail ? Alors, chemise, jean, bottine. Et je mets ma blouse quand je vais voir les résidents. Sinon, je la mets pas. T'as quand même une blouse. J'ai quand même une blouse. Oui, parce que je vais quand même... alors, c'est quand même hyper pratique pour avoir des poches et mettre un stéto dedans. Et un téléphone. Mais oui, j'ai quand même une blouse parce que j'ai quand même ce rôle de soin pour les urgences, les indisponibilités des médecins traitants, et j'ai augmenté mon temps de travail de 50 à 70% parce que aussi je suis devenue médecin traitant d'un certain nombre de mes résidents. Donc quand je vais voir les résidents, quand je fais du soin, c'est simple en fait, quand je fais du soin, je mets la blouse. Quand je fais de l'administratif ou de l'encadrement, parce que c'est aussi ça, hein, l'encadrement des équipes soignantes, je la mets pas. Je te remercie Sylvie pour cette jolie discussion. Avec grand plaisir, Anne-Lise. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter, et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.